Bon, mesdames, messieurs, merci d'être fidèles pour cette deuxième journée, pour ces 17e rencontres BFC Nature. Et tout de suite, avant de commencer, on a le plaisir d'accueillir Stéphanie Maude, vice-présidente nouvellement élue à la région Bourgogne-Franche-Comté. Et je la remercie vivement de participer à nos rencontres. Et je lui laisse donc la parole. Merci. Ça marche? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci Daniel. Tout d'abord, donc Stéphanie Maude. Je suis donc nouvellement élue au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, vice-présidente. Et dans cette vice-présidence, j'ai l'honneur et la lourde charge d'avoir plusieurs champs très très complémentaires, puisque je suis à la transition écologique dans lequel on a mis la transition énergétique, on y a mis la biodiversité, l'eau, on y a mis également l'économie circulaire, les déchets, on y a mis également la transition alimentaire. Vous voyez, donc des champs qui sont très complémentaires, très transversaux, et dans lesquels j'espère bien pouvoir mener des politiques tout à fait cohérentes, notamment vu les enjeux en termes énergétiques, mais également biodiversité, qu'il ne faut pas opposer, et donc une politique ne vienne pas détricoter ce qu'on peut faire sur une autre politique. Donc, des enjeux transversaux. Donc, je vous remercie. Je remercie BFC Bourgogne, BFC Nature, de cette invitation. Donc, je représente aujourd'hui la présidente, Marie-Guy Dufay, qui est très impliquée sur ce nouveau mandat, comme elle était déjà précédemment. Mais vraiment, ce nouveau mandat de la région Bourgogne-Franche-Comté, où vraiment une des clés d'entrée, sinon la principale, et peut-être, oui, vraiment la principale, non pas la seule, mais la principale, c'est vraiment que l'ensemble de nos politiques sont en cohérence avec la transition écologique. Alors, je ne vais pas refaire le discours que vous connaissez tous par cœur par rapport à ces enjeux très forts. Dire quand même que, à la fois, c'est intéressant parce que on a eu le congrès mondial de l'UICN à Marseille. Les enjeux ont été bien démontrés. C'est vrai qu'enfin, la biodiversité, je dirais, a les mêmes échos, les alertes scientifiques arrivent quand même enfin aux oreilles du grand public, des journalistes et des décideurs, très longtemps après ceux de la transition énergétique. Mais c'est très fragile tout ça. Ce matin, en arrivant, j'écoutais la radio et ben voilà quoi, l'ours des Pyrénées, quoi, le programme Life là qui est remis en question, qui ne se fera pas. Donc cohabitation, effectivement, ours dans les Pyrénées. Ici, problématique majeure dont on va s'occuper. D'ailleurs, Stéphane Wojnarowski est allant se soigner ce matin pour parler grands prédateurs. La question du lynx, la question du loup dans nos contrées. Donc dire très rapidement que je salue le travail accompli par votre association qui regroupe, qui est un ensemble d'associations. Vous dire que donc je m'engage moi résolument dans le cadre de la campagne de ces régionales. J'avais beaucoup insisté sur l'importance de la biodiversité. Donc on a pu obtenir en tout cas sur le papier une augmentation significative du budget, qui est quand même le nerf de la guerre. Un budget conséquent qui n'est pas que le budget de l'environnement, mais qui est un budget qui doit être très en cohérence avec l'ensemble, encore une fois, des politiques que la région va mettre en place sur ce nouveau mandat. Donc, félicitations pour le travail accompli, la qualité. On parle effectivement de la revue scientifique, de vulgarisation, ce que vous faites auprès de la revue pour les jeunes, qui est très extrêmement importante, mais aussi parce que vous savez, la mise en commun nécessaire, la mutualisation. Et là, moi aussi, j'en appelle à vous. J'ai vraiment besoin de vous, dans le sens où vraiment, j'attends sur ce mandat que tout le monde naturaliste, le monde de la connaissance scientifique, de la vulgarisation scientifique, vous arriviez en tant qu'interlocuteur, non pas unique dans toute la richesse de vos diversités, mais en tout cas en cohérence pour qu'on puisse, nous, avoir politique un regard vraiment attentif et que l'enjeu est tellement fort qu'il ne faut pas arriver divisé. Voilà, je ne sais pas vous le dire autrement que comme ça, mais vraiment, je crois que l'enjeu est suffisamment important maintenant. J'avais suivi tous les travaux autour de l'Agence régionale de la biodiversité. Donc, encore une fois, je connais la richesse de, de tous vos champs d'investigation. Mais vraiment, là, l'important maintenant, c'est d'arriver vraiment à faire front uni parce que l'enjeu est fort. Et moi, je suis persuadée qu'on va vraiment pouvoir faire des avancées significatives dans l'aide, dans la sauvegarde de la biodiversité, ordinaire, extraordinaire, qu'on va vraiment pouvoir continuer sur à la fois la sensibilisation, mais aussi
à faire partager au plus grand nombre cet enjeu majeur qui est l'extinction massive qui est en cours malheureusement et qu'il va vraiment falloir réussir à endiguer, l'adaptation au changement climatique. Voilà, donc en quelques mots, la région résolument engagée par Marie-Guy Dufay, par moi-même, vice-présidente en charge de la transition écologique, pour que nous puissions vraiment réussir dans les années à venir. On est sur un mandat qui va courir nous jusqu'à 2028 pour que vraiment nous puissions arriver enfin à enrayer cette perte de biodiversité, à faire comprendre l'importance du vivant et que l'homme ait fait partie intégrante de ce vivant et que nous avons vraiment besoin de vos connaissances, de vos expertises pour que tous ensemble nous puissions arriver vraiment à faire que cette planète reste vivable, agréable à vivre. Voilà, c'est les quelques mots que je voulais vous dire. Merci. Bien, merci beaucoup. C'est en plus ce qui est bien, c'est la philosophie de BFC Nature, hein, philosophie de réseau et de transmission des savoirs, et de travailler ensemble pour avancer toujours plus loin. Voilà, et maintenant j'en profite pour donner la parole à Bernard Ray pour cette session numéro 5, c'est ça? Voilà. Bon, le numéro 5, donc, qui est appelé à la barre. Voilà, bah écoutez, bonjour à tous et à toutes. On va faire en même temps un petit bonjour à ceux qui sont en visioconférence, qu'il ne faut pas oublier, et qui ne sont pas présents, mais quand même présents. Donc, j'espère que la journée d'hier vous a apporté beaucoup de choses, parce qu'elle était dense et vraiment très intéressante. Pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien, écoutez, c'est presque dommage. Mais ils auront droit à une session de rattrapage avec notre revue, qui sortira l'année prochaine, comme d'habitude. Et donc, je rappelle pour ceux qui, par hasard, ne seraient pas abonnés, qu'il reste toujours quelques abonnements disponibles. Bien, eh bien, on va passer aux choses sérieuses du jour. Donc, je suis content d'accueillir Marc Dufumier, parce que c'est un ancien, enfin, on est deux anciens. On sort de la même école, une école un petit peu has-been maintenant, hein, puisqu'elle a changé plusieurs fois de nom. Mais nous, on a quand même le privilège de l'expérience. Et puis, je vais te laisser parler d'agroécologie parce que je crois que c'est un sujet que tu connais bien mieux que d'autres. Vous m'entendez? C'est bon. Alors, on m'a autorisé à retirer mon masque en me disant on en met un sur le micro, comme ça, il ne sera pas pollué. Donc, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors le thème, c'est l'agroécologie et l'objectif, c'est nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, sans laisser pour compte, sans faim, sans malnutrition, sans obésité. Voilà, donc c'est ça le défi. Et du coup, la question, c'est est-ce que l'agroécologie peut nous inspirer pour y parvenir? Alors, rapidement, les enjeux, vous les connaissez, hein, donc je passe rapidement. Correctement, une population croissante, 7,8 milliards d'habitants aujourd'hui sur la planète, sans doute 9 milliards et demi en 2050. Donc, il va y avoir une demande en aliments qui va s'accroître dans les années qui viennent pour nourrir cette population croissante. Ça paraît de soi. Je vous dis tout de suite, d'ores et déjà, s'il y a des gens qui ont faim, 800 millions de gens qui ont faim, qui n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories, 1 milliard de gens qui souffrent de malnutrition, des carences, protéines, vitamines, minéraux, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture disponible sur le marché mondial. Il y a excédent de nourriture sur le marché mondial, mais c'est acheté par des riches qui mettent au frigo, la date de péremption est passée, on a jeté à la poubelle. C'est des grandes surfaces, des grandes enseignes qui éventuellement, c'était pas bien calibré, ont jeté à la poubelle. Donc ça s'appelle le gaspillage. C'est aussi une alimentation qui échappe à des pauvres, qui sert à nourrir des cochons, des volailles, peut-être en excédent. Et du coup, les pauvres ne parviennent pas à acheter une nourriture qui existe parce que c'est acheté par des usines d'aliments du bétail. Et puis en proportion croissante, vous êtes au courant, il y a de la nourriture aussi qui sert à fabriquer de l'éthanol, de l'agrodiesel, non pas pour nourrir des pauvres, mais pour donner à boire à des voitures, à des avions, à des moteurs. Donc là, le premier problème quand même, il est la distribution très inégale des revenus à l'échelle mondiale. C'est un peu vrai en France, hein, les gens qui fréquentent les restaurants du cœur, c'est pas que la France ne produit pas assez. Au Brésil, des gens qui sont dans les bidonvilles, des gens qui désherbaient, ils ont été remplacés par du désherbant, ils ont rejoint des bidonvilles, il n'y a pas d'emploi. Et du coup, leur soja, leur maïs est exporté pour nourrir nos cochons. Et
Et c'est vrai aussi alors de ceux qui ont produit café, cacao, on leur avait dit spécialisez-vous selon les avantages compétitifs et ils n'ont pas les revenus suffisants pour acheter une nourriture qui n'est pas produite chez eux. Et je ne vous cache pas que dans les pays déficitaires en nourriture, la question d'accroître quand même la production alimentaire chez eux pour une plus grande autonomie, une plus grande souveraineté alimentaire, et est-ce qu'on sera en mesure d'accroître cette production dans les pays déficitaires, ça, on va essayer d'y répondre. Vous allez voir, c'est possible. Alors, l'alimentation équilibrée, bon, je ne reviens pas, vous savez, il faut de l'énergie, des kilocalories, des protéines, des minéraux, des vitamines, des fibres, des antioxydants. Si on pouvait avoir une alimentation équilibrée à chacun de nos repas, ce serait bien. Si les ingrédients pouvaient être sains, je veux dire sans hormones dans le lait, sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, ce serait quand même pas mal. Actuellement, les médecins sont quand même inquiets de l'antibiorésistance. C'est-à-dire ils prescrivent un antibiotique parce qu'il y a urgence de guérir et ça n'a plus l'effet. Et pour ça n'a plus d'effet parce que les gens, nous, ingurgitons des antibiotiques au quotidien parce que nos animaux ont été shootés à titre préventif en antibiotiques. Et ça, on va devoir y mettre fin. Donc il y a toute une série d'erreurs auxquelles nous allons devoir mettre fin et donc trouver des alternatives à ça. Et puis les perturbateurs endocriniens, il y en a beaucoup. Alors il n'y en a pas que dans la nourriture, les résidus de pesticides. Pas tous les pesticides, mais un grand nombre d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens. Ça perturbe le fonctionnement de la glande thyroïde, des glandes hormonales d'une façon générale. Et on annonce quand même à la jeune génération, désolé pour les jeunes qui sont ici, une espérance de vie en bonne santé peut-être d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, et qui, quand j'étais jeune, n'étaient pas exposés à ça. C'est-à-dire que c'est l'exposition depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, même à faible dose, mais régulière, et ça c'est l'exposition de la nourriture, là c'est très clair, eh bien ce dysfonctionnement des glandes endocrines, ça se traduit par Alzheimer, Parkinson, des maladies neurodégénératives ou cancer du sein, cancer de la prostate, les cancers hormonodépendants plus précoces. Évidemment, vous auriez quelques raisons de me dire, ce n'est pas avéré. Et je dois vous dire, je m'interdis de dire, c'est avéré, dans le sens statistiquement avéré, puisqu'il nous faudra attendre 80-100 ans pour statistiquement comparer les moyennes d'âge d'apparition de ces maladies. On dit seulement, c'est probable. Mais quand on dit c'est probable, c'est quand même démontré. Ce n'est pas ma discipline, mais les endocrinologues sont quand même formels. Les relations de cause à effet de ce que ces perturbateurs, le fonctionnement de nos glandes endocrines perturbées, et que ça se traduit plus tard par des maladies neurodégénératives plus précoces, c'est démontré. C'est un peu comme il y a 31 ans, il y avait des scientifiques qui nous annonçaient le premier rapport du GIEC, du groupe interétatique d'études sur le climat, qui disait on vous prédit le réchauffement climatique. Et il y a y compris quelques scientifiques, qui sont autorisés à dire ce n'est pas avéré. Oui, aujourd'hui, la date des vendanges, je suis désolé, au cours des 30 dernières années, là on fait les statistiques, ça dépend des régions en France, mais elle est quand même une dizaine de jours plus précoce que les 30 années antérieures. Aujourd'hui, on peut dire c'est statistiquement avéré. Donc, le principe de précaution, c'est de prendre précaution dès maintenant. Il nous faut trouver impérativement des alternatives et une agriculture durable, sans dommage à l'environnement ni préjudice pour les générations futures, c'est-à-dire sans, évidemment, si possible, sans émission de gaz à effet de serre, ou en tout cas, même si on peut séquestrer du carbone dans les sols, ce serait finalement pas idiot. Sans érosion de la biodiversité, ça va être c'est le thème essentiel qui peut-être nous réunit aujourd'hui. Ça veut dire aussi sans perte d'humus dans les sols, sans exposer ces sols à l'érosion, ni à la salinisation. Moi, quand on m'enseignait l'agronomie, on me disait la fertilité des sols. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire qu'il faut élargir le concept de fertilité à l'ensemble de l'écosystème, parce que la surmortalité des abeilles, ça peut avoir, et des insectes pollinisateurs, c'est pas seulement les abeilles domestiques, on est bien d'accord, c'est quand même une vraie menace sur les rendements. Donc, pas de préjudice pour les générations futures, ça c'est le côté durable, même s'il y a urgence dans les pays déficitaires, peut-être d'accroître les productions là-bas, et qu'il y a urgence, il faut trouver des solutions techniques, il ne faudrait pas que ce soit au détriment des générations d'après. Je passe un peu vite là-dessus, parce que tout ça, vous le savez déjà. Les chiffres, vous les connaissez, voilà. Il y a population en surpoids, obésité, ça c'est plus des problèmes d'équilibre dans notre alimentation. Maladies cardiovasculaires, c'est les acides gras saturés. On pourra éventuellement discuter des pâtes à tartiner. Je ne vais pas prononcer la marque, mais vous la connaissez bien. Et c'est précisément peut-être cette déforestation qui aboutit aussi à la disparition d'orang-outans. Donc, il y a tout ça pour dire que tout est très lié. Et j'allais presque dire, la chose qui plutôt est encourageante,
c'est qu'on s'intéresse à l'effet de serre, on s'intéresse aux générations futures, on s'intéresse à la biodiversité actuelle et autres, les vrais combats vont converger. Donc c'est un peu les mêmes techniques, j'allais dire agricoles, qui permettraient de satisfaire l'ensemble de ces objectifs. Ça, c'est le côté plutôt sympa. Le contexte, vous le connaissez, réchauffement climatique global, c'est quand même dérèglement climatique, climat de plus en plus aléatoire. Les agriculteurs, déjà aujourd'hui, sont contraints de s'adapter. Alors s'adapter à un climat de plus en plus aléatoire, avoir des revenus plus résilients, hein, c'est-à-dire il y a un accident climatique extrême qui intervient. Vous savez que le dérèglement climatique, ce n'est pas seulement le réchauffement, mais c'est une intensité, une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes, hein, les cyclones par endroits, les canicules, les sécheresses, les grêles, les gelées, ce genre de choses. Et face à un climat de plus en plus aléatoire, s'adapter à ça, avoir un revenu plus résilient, eh ben, c'est la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, vieil adage paysan. On va voir que ça va aussi dans le sens, évidemment, de la protection d'une biodiversité en question, il faut être très clair. Et puis, vous allez voir quelle technique destinée éventuellement à atténuer ce réchauffement climatique, séquestrer du carbone dans les sols, moins émettre de méthane et de protoxyde d'azote, ça peut aller aussi dans le sens d'une plus grande diversification. On va voir ça tout de suite. La mondialisation des échanges, je suis obligé de le dire parce que dans le monde agricole aujourd'hui, sur un marché de plus en plus mondialisé, à qui on a dit, ben voilà, si vous voulez survivre, si vous voulez avoir des revenus, il faut être compétitif. Et si vous voulez être compétitif, ben allez-y, remplacez les travailleurs par des machines. Et toute l'agriculture industrielle, on s'est inspiré de l'industrie dans des processus agricoles. Ça a été les très graves erreurs du passé que nous allons devoir corriger. Mais quand vous êtes en compétition les uns avec les autres, la tentation de dire est-ce que je ne pourrais pas quand même investir dans 3 robots de traite, je ne ferai que du lait, et peut-être que je pourrais vendre de la poudre de lait disponible pour que les petits Chinois n'aient pas de lait contaminé. Je vais vous dire, c'est scandaleux. Les Bretons sont dans un état de faible revenu et de taux de suicide du fait de très endettés, de savoir qu'il n'y a aucun avenir pour produire de la poudre de lait sur le marché international. En Comté, vous avez quand même un bon fromage, et vous vous en sortez peut-être un peu mieux. Mais sachez que quand même un très grand nombre d'agriculteurs se sont engagés dans cette industrialisation de l'agriculture. L'extension des villes sur les meilleures terres agricoles, vous êtes au courant. Les ressources rares, évidemment, on mettait souvent en avant les énergies fossiles. Et évidemment, comme vous êtes pro-schiste bitumeux, ça y est, la question est résolue, elle est retardée. Enfin non, je crois qu'il ne fallait pas explorer les schistes bitumeux, je crois que nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, à la limite, pour l'agriculture, la vraie inquiétude, c'est le phosphore. Les mines de phosphate, là, on nous annonce quand même, d'ici 30-40 ans, le coût d'exploration, d'exploitation de nouvelles mines de phosphate, ça va être hyper coûteux. Et les agriculteurs, déjà, voient bien que les prix des engrais phosphatés, ça croise bien plus vite que l'inflation, parce que les pays qui ont des mines de phosphate font déjà payer très cher cette perspective de pénurie. Donc c'est d'ores et déjà que la question, est-ce qu'on ferait bien de ne pas gaspiller le phosphore? Ça va être un peu comme l'azote. Si on pouvait éviter de fertiliser des algues vertes sur le littoral breton, ce serait quand même bien. Si économie circulaire juste de dernière minute, l'économie circulaire peut être autre chose que juste de la récupération de déchets. Mais effectivement, si on pouvait faire en sorte que l'azote et le phosphore retournent au sol et fertilisent nos cultures plutôt que de fertiliser des algues vertes, ce serait pas mal. Mais vraiment, le phosphore est un sujet d'inquiétude. Voilà, pauvreté paysanne, exode rural, mouvement migratoire, les gens qui traversent la Méditerranée et les déserts libyens d'abord, la Méditerranée ensuite, sont des pauvres paysans qui ont été pas compétitifs, parce que nous leur exportons des poulets bas de gamme, nous leur exportons la poudre de lait, nous leur exportons du blé, de la farine de blé qui vient concurrencer le mil et le sorgho. Il va falloir quand même aussi trouver une solution économique, sociale. J'ai déjà évoqué mettre fin à ces inégalités de revenus incroyables à l'échelle mondiale. Mais vous comprenez que même clandestins, les gens, s'ils peuvent ramener un revenu au village, je vais vous dire, le village est déjà bien plus heureux que s'ils n'avaient pas réussi à exporter leur main-d'œuvre dans les conditions qu'on connaît. Voilà. Juste, c'était pour rappeler ça. On va essayer de trouver des solutions. J'ai coutume, en général, à ce moment de la conférence, de dire, avez-vous encore le moral? Donc, les objectifs sont considérables. Le contexte est difficile. Je crois qu'il ne faut surtout pas se le cacher. Et la condition des agriculteurs, on ne fera pas sans eux. Il faut avoir l'adhésion de l'immense majorité des agriculteurs. Donc la question du revenu des agriculteurs et des paysanneries est une question essentielle. Ça, ce sera pour le débat plus politique. Mais alors, les solutions, il faut que j'aille de l'avant et pas à l'arrière. Les erreurs du passé, si vous m'autorisez, je vais passer très vite.
Et je voudrais surtout vous dire que les responsabilités sont très partagées. C'est-à-dire que les agronomes, les gens de ma profession, et nous avons fait un peu la même école, et bien quand j'étais agronome formaté, je partais à Madagascar en remplacement de service militaire et j'enseignais aux femmes malgaches la riziculture améliorée. Je savais ce qu'était une variété améliorée à haut potentiel génétique de rendement. C'était une variété de riz, paille courte, feuilles érigées, résistante à l'averse. Alors elle était un peu gourmande en engrais, en éléments minéraux. Et puis surtout, comme elle était à paille courte, elle était concurrencée par les herbes adventices, donc je vulgarisais évidemment les herbicides. Et puis elle était très sensible aux cicadelles, je vulgarisais les insecticides. Et moi, jeune agronome formaté, je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qui était bien, je savais ce qui était mal, j'étais proche de Dieu. Vous ne me croyez pas? Les femmes malgaches n'y ont pas cru une seule fois. Elles m'ont vite raconté qu'avec mes engrais, mes insecticides et mes herbicides, je détruisais les poissons, les grenouilles, les escargots, les canards, toutes leurs sources de protéines. Et j'étais criminel. Pour accroître des rendements en riz, je détruisais tout le reste de l'écosystème. Elles ne m'ont pas raconté qu'il y avait des cyanobactéries, mais elles n'ont jamais prononcé le mot agroécologie. Mais c'est quand même elles qui m'ont dit, mais monsieur Dufumier, regardez, c'est un écosystème agricole, notre objet de travail, ce n'est pas que le riz. Et il faut regarder l'ensemble de cet écosystème, certes agricole, certes qui n'est plus complètement naturel. Une rizière, ce n'est pas naturel du tout. Enfin, ce n'est pas naturel. Il y a beaucoup de biologie, justement. On va essayer de mettre ça à profit, de mettre en valeur. Ce sont des écosystèmes aménagés qui ne sont plus complètement naturels, mais ce sont des écosystèmes, souvent quand même, soyons clairs, comme on privilégie la croissance et le développement de quelques espèces domestiques, du coup, on simplifie l'écosystème et du coup, on le fragilise. Ça, c'est très vrai. Mais justement, le défi, ça va être, est-ce qu'il pourrait être quand même productif? Il faut pouvoir alimenter correctement l'humanité tout entière. Est-ce qu'il peut être résilient? Est-ce qu'il peut être durable? Et ce genre de choses. Mais le seul raisonnement aujourd'hui très clair, c'est de dire maintenant qu'on va parler de rendement à l'hectare, on parlera du rendement à l'hectare en calories, protéines, minéraux, vitamines, fibres, antioxydants, en prenant en compte tous les éléments des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. C'est-à-dire on va s'intéresser à la haie, on va s'intéresser aux arbres, on va s'intéresser à la microbiologie des sols, mais on ne peut plus seulement raisonner. L'agriculture, ce n'est pas seulement je soigne un troupeau, j'entretiens une plante ou je travaille le sol. Toutes ces techniques ont des incidences, il y a des interactions, et c'est ça que l'agroécologie va nous aider à mieux comprendre. Et puis l'autre erreur, je vais vous dire, toujours en compétitivité, il fallait produire au moindre coût. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim, donc il fallait produire massivement au moindre coût monétaire. C'est quand même vrai que les Bretons sont capables de produire de la poudre de lait pour pas trop cher. Il nous coûte très cher, cette poudre de lait, parce qu'on paye des impôts pour retirer les algues vertes, et puis le pain pas cher, c'est les maladies dont on parlait tout à l'heure, les perturbateurs endocriniens, ce genre de choses. Les économistes appellent ça externalité négative, mais il est clair, il faudra prendre aussi la totalité des coûts, quand on raisonnera à l'hectare ou à l'unité de travail, quand on raisonnera en monnaie, quand on raisonnera en coût en énergie fossile ou en équivalent carbone, contribution au réchauffement climatique. Il ne faudra pas faire seulement une analyse filière. Mon lait, là, combien il contribue au réchauffement climatique. Il faudra quand même regarder si la luzerne qui a permis de nourrir le ruminant, certes le ruminant a émis du méthane, mais peut-être que la luzerne a fertilisé le sol en azote, et si le sol a été fertilisé en azote, peut-être que la betterave, on ne lui mettrait pas d'engrais azotés de synthèse, et les engrais azotés de synthèse sont très émetteurs de protoxyde d'azote, 10 fois plus réchauffants que le méthane, 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Ouh là là, on va regarder le territoire, on va regarder les interactions. Ça va, vous avez encore le moral? C'est juste pour vous dire que ça va être un peu compliqué. Mais vous, naturalistes et autres, j'allais dire, je crois que vous êtes quand même habitués à ça. Voilà, juste pour vous dire, alors oui, ça c'est pas... Définitivement, j'ai décidé de vous abattre complètement le moral. Mais s'il vous plaît, fermez vite les fenêtres là-bas. Ça, c'est en Camargue, c'est évidemment interdit, mais il y a des dérogations. Il y a urgence. Et en Camargue, chacun sait, il n'y a pas beaucoup de vent. Pulvérisation. Enfin, non, mais on entend tout et n'importe quoi. Alors, bon, ça, c'est les pollutions. On va essayer d'éviter, évidemment. Et c'est dramatique, ici c'est le lisier, mais des régions de grande culture sont aussi affectées par les engrais azotés de synthèse. Mon pays de Caux, on n'est pas très fiers pour l'érosion des sols, la chalosse, mais bon, alors ça c'est le Léon, mais pareil, l'érosion des sols, urgence,
C'est-à-dire cette carte, il faudrait que je la réactualise parce que ça s'aggrave d'année en année. Et puis même quand on parle de revenus, vous êtes au courant, la production agricole, bon ben là, en France, là on est en France, hein, du coup, puis j'aurais pu aller au-delà de 2015, surtout que ça commence à diminuer, mais on sent que ça commence à plafonner. Mais surtout, vous voyez que les consommations intermédiaires, et là ce n'est pas que les engrais phosphatés, mais c'est aussi les énergies fossiles. Sachez que les engrais azotés de synthèse se produisent quand même à partir d'énergies fossiles. Hein. En France, c'est du gaz naturel russe ou norvégien, même si l'engrais est importé d'Allemagne. Et puis alors la question, le gaz naturel russe, par où il va passer, enfin vous êtes au courant. Mais en tout cas, ce qui reste pour le revenu de l'agriculteur, pardon, excusez-moi, la valeur ajoutée nette de la branche agricole s'effondre. D'où les suicides, hein, endettement, revenus en voie de diminution. Les gens découvrent qu'ils ne vont pas être compétitifs. Le crédit agricole en vous remboursez, vous partez aller chercher du travail ailleurs. Et chaque fois qu'une ferme n'est pas reprise par les enfants, chaque fois qu'une ferme est en faillite, c'est toujours du chômage en plus. Parce que même si la fille, le fils du fermier trouve un emploi, ben ok, mais c'est quelqu'un d'autre qui n'aura pas accès à cet emploi. Et l'agrandissement de la ferme, parce qu'une ferme est tombée en faillite, le voisin s'agrandit, ça ne crée pas d'emploi, ça permet d'amortir toujours plus vite le matériel. Mais comprenez que dans cette baisse-là, les gens sont dans une course en avant vers cette espèce d'industrialisation de l'agriculture. Ça, c'est ce que j'appelais les erreurs du passé. Alors bon, le sol balance, ça c'est 2015 à 2019. Mais juste pour vous dire que quand on se vante d'avoir une balance commerciale agricole en France excédentaire, alors c'est vrai, pour une large part, c'est justement les vins, les spiritueux, les bons fromages, éventuellement des foie gras, des produits à haute valeur ajoutée. C'est peut-être aussi le foin de Cros ou autre, mais ce n'est pas la poudre de lait, ce n'est pas les céréales, ce n'est pas les poulets de moins de 40 jours, ce n'est pas ces filières bas de gamme. Et les agriculteurs qui se sont laissés embringuer dans cette industrialisation de l'agriculture et aujourd'hui découvrent que ce n'est pas compétitif sur le marché mondial, qu'un blé à 90 quintaux, très coûteux en intrants, valeur ajoutée faible, et on exporte vers l'Algérie et l'Égypte, en concurrence avec l'Ukraine, la Russie, la Roumanie, sur des exploitations de plusieurs milliers d'hectares, impossible. Le betteravier aujourd'hui, qui fait de la betterave, alors vous connaissez un peu, la betterave plante en C3, moins efficace que la canne à sucre pour la photosynthèse, plante en C4, sur une petite ferme de 300 hectares, excusez-moi de parler comme ça, c'est déjà grand 300 hectares, en concurrence avec 40 000 hectares au Brésil, mais avec l'usine au milieu. Comment peut-on penser que produire du sucre ou de l'éthanol avec une betterave compétitive avec des concurrents brésiliens? Donc on ne joue pas à ça, je suis désolé. Mais il y a de la place pour la betterave. Une betterave en tête de rotation, vous mettez du fumier, ça peut être une excellente tête de rotation. Mais pas sur une rotation de 3 ans. Et puis les usines sucrières qui ferment là, ce n'est pas lié aux néonicotinoïdes. C'est la filière avec néonicotinoïdes. C'est-à-dire les centrales sucrières ont fermé avant qu'on interdise les néonicotinoïdes. Et de les avoir rétablis, avec les conséquences sur la surmortalité des abeilles et des pollinisateurs, c'est peut-être quand même un peu stupide. Donc on va arrêter ce cirque, si vous en êtes d'accord, et on va trouver des alternatives. Alors les alternatives, je provoque volontairement, hein, vous avez compris, je ne suis pas très favorable à l'agriculture extensive, qui exigerait toujours plus d'extension. C'est pas grave, on va déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise, la forêt de Bornéo. Si l'agriculture extensive, c'est que pour répondre aux enjeux qu'on a signalés tout à l'heure, il faut toujours étendre les surfaces cultivées aux dépens de milieux naturels, je suis contre l'agriculture extensive. Ça va, vous avez encore le moral? Alors, question, il faut quand même trouver des solutions, est-ce que la solution serait une agriculture quand même intensive? Et d'autant plus que, vous savez, dans les débats aussi, c'est nourrir une population croissante. Et dans cette population croissante, il y a quand même des gens qui sortent de l'extrême pauvreté aujourd'hui dans certains pays émergents et dont la consommation de produits animaux, le lait, les œufs, la viande, va croissante. C'est-à-dire que la demande en production végétale, destinée à l'alimentation humaine et animale, si on laisse aller comme on fait aujourd'hui, elle ne va plus que doubler dans les 30 ans qui viennent. Donc même s'il y a surplus aujourd'hui, il faut quand même veiller un peu à ça. Et donc il faut quand même essayer aussi de trouver des solutions techniques. Mais le débat, évidemment, vous l'avez compris, la question est hautement politique, et ça, c'est vraiment pour le débat. Alors, pour moi, l'agroécologie, déjà, qu'est-ce que c'est? Pierre Rabhi, il vous dira une éthique de vie. Peut-être d'ailleurs que ce qui nous réunit ici, c'est l'éthique, un certain nombre de valeurs partagées ensemble. Je pense que c'est une hypothèse valable.
Un ancien ministre de l'Agriculture disait c'est en agriculture concilier performance économique et performance environnementale. Remarquez, je ne suis pas contre. Hein. Quand je parle de revenus de l'agriculteur, il faut quand même qu'il y ait une viabilité économique. On ne peut pas rester insensible à la viabilité économique de ces agricultures et du sort de ces agriculteurs. On est bien d'accord. Et performance environnementale, il y a la biodiversité et ce genre de choses. Moi, je voudrais momentanément avec vous parler de l'agroécologie comme une source d'inspiration, c'est-à-dire non pas une technique ou un ensemble de techniques, mais une inspiration et qui peut être une inspiration scientifique, pas que éthique. C'est-à-dire, je vais vous parler de l'agroécologie pendant 10 minutes, un quart d'heure, là, comme un agroécologue, c'est-à-dire la discipline scientifique dont l'objet, ce serait de rendre intelligible le fonctionnement de ces écosystèmes agricoles simplifiés, donc fragilisés, mais justement quand même d'étudier la complexité de ce qui se passe dans ces systèmes, bien qu'ils aient été simplifiés et fragilisés, avec comme idée de s'inspirer des résultats de cette discipline pour effectivement ne pas trop fragiliser et rendre ça quand même relativement productif et même peut-être, si on parle en termes rentables, rentable en termes monétaires, on n'oubliera pas les aménités positives, les externalités négatives dans notre calcul. Hein. Ça, vous savez, quand on fait de la comptabilité d'exploitation, quand on nous enseignait ça, il y avait une colonne de droite, c'était les recettes, il y avait une colonne de gauche, c'était les coûts, et dans les coûts, il y avait les 2 veaux qui sont morts, on faisait variation d'inventaire, et on retirait les 2 veaux, c'était dans la colonne de gauche. Je vais vous dire, quand le taux d'humus diminue, on n'a jamais mis ça dans une colonne de gauche. Quand les abeilles sont effondrées, on n'a jamais mis ça dans la colonne de gauche. Il va falloir aussi un peu qu'on revoie notre comptabilité. Mais, oui, ça va être une révolution culturelle. Hein. Tous. Alors allons-y. Les bonnes nouvelles, il y en a. L'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, vous êtes au courant, c'est la photosynthèse. Donc cette énergie qu'on va dépenser au travail, dans les déplacements, les battements de cœur et autres, on la renouvelle tous les jours avec l'énergie alimentaire, mais cette énergie alimentaire nous vient du soleil, et on m'a dit, il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant, je crois, des milliards d'années. Donc durable, je vais vous dire, moi je vous proposerais qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de cette ressource gratuite, renouvelable, et c'est ça le côté intensif, on va faire un usage intensif de ce qui est renouvelable et gratuit. Alors ce qui n'est pas gratuit, c'est l'accès au terrain. Ça, c'est le débat politique pour tout à l'heure. Hein. L'installation de jeunes agriculteurs à la périphérie des villes, vous souffrez. Hein. Donc, et là, l'accès au terrain. Mais une fois qu'on a accès à un terrain agricole, je ne veux plus voir un seul rayon tomber à terre. Tous les rayons du soleil doivent tomber sur des feuilles vertes, capables d'intercepter la lumière et transformer ça en énergie alimentaire. Donc, premier principe général. Alors, ce qui est compliqué en agroécologie, c'est qu'il y a des principes généraux que je suis en train de rappeler, et après, c'est les conditions d'application en fonction des lieux, très différents d'un endroit à l'autre. Mais le principe, il est quand même bien celui-là, c'est d'avoir une couverture végétale la plus totale possible et la plus permanente possible. Hiver, printemps, été, automne, et sous les tropiques, j'ai beaucoup travaillé sur les tropiques, saison des pluies, mais la question, c'est est-ce qu'en saison sèche, on ne pourrait pas encore avoir des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Et là, je vous verrai quelques photos, mais on n'est pas quand même sans solution. Et vous commencez à deviner les solutions, c'est association végétale. Donc entre les rangées de blé, on met des lentillons, ou on met de la févrole. Mais ça y est, désormais, c'est association culturelle. Alors évidemment, la milpa mexicaine, si vous avez vu les films de Marie-Monique Robin, il y a le maïs, il y a le haricot, et puis il y a la courge, la cucurbitacée, la pastèque, le melon, la plante rampante qui vient intercepter les derniers rayons du soleil qui ne sont pas tombés ni sur le maïs ni sur le haricot. Mais c'est ça l'agriculture moderne de demain. C'est d'associer des plantes donc, qui vont avoir un port érigé, d'autres qui vont avoir un port peut-être globuleux, une plante rampante, mais de faire en sorte qu'à tout moment, les rayons du soleil soient interceptés par des feuilles vertes capables de pratiquer la photosynthèse, transformer ça en énergie alimentaire. Et l'énergie alimentaire, vous savez, c'est les sucres, c'est l'amidon, c'est les lipides, les huiles d'olive, de colza et autres, ce sont les hydrates de carbone. Et c'est vrai que la plante a besoin, alors ça on va le voir, de l'eau, hydrate, mais surtout pour transpirer, mais carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Je vous pose la question, est-il annoncé une pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vois un visage qui dit, monsieur Fumicon, attention, il y en a trop. Alors il y en a trop, allons-y. Interceptons ce gaz carbonique, la plante prend le carbone, libère l'oxygène, que je sache, ça n'a jamais fait de mal à nos poumons. Donc
La plante prend le carbone, libère l'oxygène, fabrique le sucre, les lipides, l'amidon, peut-être même de la paille, peut-être même des racines. Et là, si ça se décompose bien, c'est surtout ça la question essentielle, c'est ça la difficulté, et bien, s'il y a des microbes qui trouvent le carbone de la paille, mais il leur faudra un peu d'azote, attention, c'est bien un petit problème, et bien, si ça se décompose bien, ça fabriquera de l'humus et on séquestrera du carbone dans les sols. Et on atténuera le réchauffement climatique. Ben moi, je suis pour l'agriculture intensive. Hein. Si l'agriculture intensive, c'est faire l'usage intensif des rayons du soleil et du carbone, du gaz carbonique, ben attendez, moi je pense que les agriculteurs mériteraient d'être rémunérés. Vous nous séquestrez du carbone. Vous nous rendez un service d'intérêt général. Ben, top là, on vous paye. Pourquoi pas? Ça y est, j'ai disjoncté ou pas? Non. Voilà. Non, parce que parfois les gens disent, ça y est, il est devenu fou. Non, non, on va faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien et qui est pléthorique. Alors, la gestion de l'eau est la question décisive, parce que vous l'avez compris, pour que le gaz carbonique rentre dans la plante, et vous le savez, il faut quand même, elle rentre par les petits trous par lesquels elle transpire, hein, c'est les stomates, comme on disait, et il faut que ces trous soient ouverts. Or, quand il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, la plante, elle est comme nous, elle transpire beaucoup, mais nous, il nous faut boire tout de suite si on ne veut pas se déshydrater. Et la plante, elle a quand même une capacité que nous n'avons pas, c'est d'arrêter de transpirer s'il n'y a pas assez d'eau à boire dans le sol. Elle résiste momentanément au stress hydrique, quelques jours, parfois quelques semaines, très rare plan, plusieurs mois, mais à ce moment-là, elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, et du coup, elle ferme les orifices par lesquels elle était capable d'intercepter le carbone. Alors ça, c'est pas génial. Vous voyez que le maïs en monoculture dans le sud-ouest, ouf, on est un peu loin, mais j'étais à Surgères il y a 2 jours, quand j'ai dit le maïs en monoculture, c'est un peu dommage, quoi. Hein. L'hiver, les rayons du soleil tombent à nu. Avril-mai, on a semé le maïs, encore beaucoup de rayons du soleil qui tombent entre les rangées. Et enfin, au mois d'août, quand ça y est, le maïs recouvre la presque totalité du sol, les rayons du soleil tombent sur les feuilles, oui, mais il n'y a pas d'eau à boire. On est en plein été, c'est le mois d'août, et du coup, le maïs cesse de transpirer. Ça s'appelle avoir tout faux. Ah non, mais j'ai du succès dans certaines conférences, hein, je vous le dis tout de suite. Mais, alors, évidemment, mettre que des cultures d'été. Alors, vous savez qu'on va parler de diversification, il y aura des cultures d'hiver, il y aura des cultures de différentes saisons, mais pas que des cultures d'été. Évidemment, on peut remplacer le maïs éventuellement par du sorgho, qui résiste mieux encore au stress hydrique, avec moins d'effets négatifs. Mais il faut revoir ces monocultures pour lesquelles, certes, on était capable de produire à bas prix, mais ça a quand même des coûts considérables. Donc, vous l'avez compris, c'est la gestion de l'eau. Et on va faire l'usage intensif de l'eau qui nous est donnée gratuitement, c'est l'eau de pluie. Sauf qu'on nous a déjà dit, l'eau de pluie, attention, ça va être de plus en plus aléatoire d'une année à l'autre, ça va être réparti de façon aléatoire, et spatialement parlant, ça va être de plus en plus chaotique. Donc, mais c'est là où le vrai effort de l'agriculture inspirée de l'agroécologie, c'est que c'est cette eau de pluie dont on va faire l'usage de plus intensif, plus rien ne doit ruisseler. Donc on va remettre des haies. Vous n'avez peut-être pas toutes perdues. Mais, enfin, j'en ai vu quelques-unes, hein, au passage, là, depuis Dijon. Vous avez de très belles haies, mais monospécifiques et on essaiera de faire mieux. Hein. Je pense que c'est pas... On peut encore faire mieux. Rémunérer des gens qui mettent des haies, je suis pour, mais alors on va y mettre de la biodiversité là-dedans. Hein. Pas monospécifique et tout taillé pour... Alors certes, on m'a dit, c'est pour qu'on puisse voir les vaches de l'autre côté. Bon, on discutera tout à l'heure. Mais donc on empêche le ruissellement de l'eau et c'est quand même la couverture végétale, les haies. Et je vous dis tout de suite, Château du Casse, là, Saint-Émilion, maintenant dans les coteaux, on maintient de l'herbe entre les rangées de vignes. Hein. Et l'herbe qu'on m'avait dit qui était concurrente pour l'utilisation de l'eau dans les vignes, maintenant on sait que ça empêche le ruissellement, ça favorise l'infiltration, et que l'herbe quand elle est enséchée, là où il y avait une racine, une galerie, ça permet l'infiltration de l'eau. Donc la mauvaise herbe, comme enseigné, je l'appelle bonne herbe. Alors, il ne faut pas que ça prolifère de trop, donc il faut quand même un peu la faucher. Enfin, il y a des techniques à entrevoir, mais oui, on va vers la diversification au sein de nos parcelles. Et vous l'avez compris, il faut que le sol soit poreux. Et moi, on m'a enseigné le labour. Maintenant, j'enseigne le zéro labour, les techniques culturales simplifiées. Mais il faut quand même que le sol soit poreux. On va faire confiance aux vers de terre, aux cloportes, aux colamboles, aux racines des herbes qui ont séché. Mais c'est la biologie des sols sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui pour avoir des sols évidemment poreux, sans trop de travail du sol, sans grand travail du sol. Enfin, tous ces bêtes-là travaillent un peu le sol, hein, soyons clairs, mais ça rend le sol poreux
sans minéraliser exagérément, bien sûr, cet humus pour lequel on essaye d'accroître son taux et d'en séquestrer du carbone. Donc c'est de nouvelles techniques, mais alors on appelle ça souvent agriculteur de conservation, mais ça va être ça. Puis maintenant, on veut surtout que l'eau qui soit infiltrée, seul le surplus rejoigne la nappe phréatique, mais que le maximum d'eau reste à hauteur des racines. Ça, c'est l'humus. Hein. Et l'humus, on a dit tout à l'heure, c'est le carbone de gaz carbonique qui était dans la paille, qui était dans les racines, qui s'est décomposé, enfin c'est les micro-organismes hein, qui participent à la décomposition de tout ça. Et pour peu que les micro-organismes aient eu la petite dose d'azote nécessaire, ben, ils fabriquent cet humus, 50% de carbone, 5-6% d'azote. Là, vous allez voir que beaucoup en agroécologie tournent sur le rapport carbone-azote à différents moments dans les cycles vitaux. C'est quelque chose de décisif et de délicat, mais l'idée est quand même bien celle-là. Accroître le taux d'humus des sols, ça devient urgent, mais on ne pourra pas accroître le taux d'humus des sols sans accroître la biomasse globale, hein, le taux de carbone. Ça peut être les haies, ça peut être des herbes, ça peut être les couvertures végétales dont on parlait là, qu'on veut le plus permanente et autres. Mais l'idée va être de fabriquer effectivement de l'humus. Et alors, y compris quand je vous disais le paysan qui met des lentillons entre ses rangées de blé, eh ben, il m'explique effectivement que les rayons du soleil qui ne sont pas tombés sur les feuilles de blé sont tombés sur les feuilles de lentillons. C'est ça déjà qui n'est pas perdu. Mais il me raconte aussi après qu'il y avait la décomposition des racines et de la paille du blé, la décomposition évidemment des racines du lentillon qui est une légumineuse. Et vous savez que sur les plantes de l'ordre des légumineuses, il y a des nodosités, il y a des microbes qui interceptent l'azote de l'air, fabriquent les protéines de la légumineuse, hein, les petits pois, les haricots, etc. Mais dans les racines aussi. Et là, vous avez un microbe qui a un bon dosage carbone-azote à proximité. Et alors, c'est génial. Ce microbe, il vous fabrique de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et certains m'ont déjà entendu la plaisanterie, je la radote. Je suis pourtant un ardent défenseur du fumier. Pour des raisons objectives, c'est l'azote de l'urine qui rejoint le carbone de la paille. Rien à voir avec, il joue sa notoriété en se faisant défenseur d'un déchet. Mais donc la gestion carbone-azote. Mais effectivement, nous avons besoin pas seulement de calories dans notre alimentation, mais de protéines. Les protéines, ce sont ces aliments azotés. Mais la troisième bonne nouvelle quand même, l'azote de nos protéines, de tous les tissus du corps humain, hein, c'est la peau, les ongles, les yeux, la chair, le sang, c'est fait de protéines et on renouvelle ça. Hein. Pas seulement parce qu'on se ronge les ongles et on se coupe les cheveux, mais ça repart dans nos urines. Tous les jours, il faut renouveler les protéines destinées à renouveler nos tissus du corps humain et c'est riche en azote. D'où vient l'azote? De l'air. Quel pourcentage? 79%. Pas de pénurie avant des siècles. Allons-y, faisons l'usage intensif, surtout qu'il va être recyclé. Il y a un cycle de l'azote, c'est-à-dire que ça va revenir, hein, soyez tranquille. Mais faisons l'usage intensif de cet azote de l'air pour fabriquer des protéines. Mais là, la question, ça va être, c'est pas tant la gestion de l'eau, enfin un petit peu, mais c'est que c'est coûteux en énergie. Rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone, fabriquer une protéine pour alimenter des humains ou des animaux, eh ben c'est coûteux en énergie. Alors il y a une méthode, on la connaît. Ben, on veut qu'un blé soit riche en protéines, attention peut-être à l'excès de gluten quand même, mais riche en protéines, facilement panifiable, ben, on lui apporte des engrais azotés de synthèse. Ammonitrate, quand ça n'explose pas, sulfate d'ammonium, tous les engrais azotés de synthèse. Coûteux en énergie fossile. En France, gaz naturel russe ou norvégien. Alors vous l'avez compris, ça c'est désuet. Le recours aux engrais azotés de synthèse, et comme de plus l'épandage des engrais azotés de synthèse, c'est très émetteur de protoxyde d'azote, 300 fois, 298 fois on me dit, plus réchauffant que le gaz carbonique, vous l'avez compris, c'est désuet, c'est du passé, on va arrêter avec les engrais azotés de synthèse. Du coup, trouver une alternative. Mais tous les agriculteurs du monde entier connaissent l'alternative. C'est les légumineuses dont on parlait tout à l'heure. Vous voulez nourrir des ruminants? La luzerne, le trèfle, le sainfoin, le lotier, la veste. Vous voulez nourrir des cochons? Le soja, le lupin, la févrole, le pois fourragé, etc. Vous voulez nourrir directement des humains parce que vous souhaitez qu'il y ait plus de protéines végétales, moins de protéines animales, etc. Eh bien, écoutez, appelez ça petits pois, fèves, pois chiches, lentilles, haricots. Enfin, on ne manque pas de légumes secs et de plantes des légumineuses pour nourrir les animaux et les humains. Et en plus, ben c'est quand même vrai, non seulement les microbes qui s'incrustent dans la racine, qui prennent l'azote de l'air, qui restituent les acides aminés, les premiers éléments de protéines à la plante, non seulement ça nous fournit des protéines,
Mais il y a aussi des résidus azotés dans le sol qui vont permettre aux microbes de fabriquer de l'humus avec le carbone, c'est du carbone à côté, parce que ça c'est aussi un problème, mais aussi fertiliser éventuellement la betterave, le colza, la plante qui va venir en rotation. Ben, allons-y, remettons des légumineuses. Mais pourquoi donc, en France, nous sommes déficitaires pour les 2/3 en protéines végétales, importées, du soja, du tourteau de soja, en provenance du Brésil, d'Argentine, transgénique de surcroît. L'Europe des 27, c'est les 3/4 de dépendance protéinique. Mais pourquoi donc, en France, sur le territoire français, éventuellement pour des animaux français, nous produirions des légumineuses françaises avec de l'azote de l'air français. Voilà. Plus franchouillard que moi, je sens que, ouh là 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 là, je sens qu'il y en a qui disent, ouh, plus franchouillard que Zemmour. Eh bien, c'est pas franchouillard. Parce que ces provocations, je les fais au Brésil. Oui, exactement. Bon réflexe. Au Brésil, quand je leur dis, mais l'Europe va retrouver sa souveraineté protéinique en taxant votre soja, vos tourteaux de soja, nous allons produire chez nous, etc. Vous savez ce qu'ils me répondent, les Brésiliens? Alors, le grand latifondière exportateur de soja, lui, vous connaissez son discours, il me dit, monsieur Dufumier, vous n'avez rien compris, la spécialisation des avantages comparatifs, vous avez des avantages pour faire du comté et du champagne, nous on a des avantages comparatifs pour faire du soja, et c'est gagnant-gagnant, Ricardo le disait déjà, les néoclassiques le disaient déjà. Alors moi, contrer ce discours, déconstruire ce discours néoclassique du libre-échange, ça m'est facile, mais je n'ai même pas besoin de le faire. Les autres Brésiliens dans la salle me disent, mais monsieur Dufumier, eh oh, nous, Brésiliens, on n'est pas fiers, monsieur Dufumier, d'exporter votre soja pour nourrir vos cochons, il me montre du doigt, vos volailles, vos ruminants. Nous, on voudrait que le soja brésilien nourrisse des Brésiliens. Donc, vous savez, c'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à gérer en circuit court le cycle du carbone, la photosynthèse, le cycle de l'azote, les légumineuses. Et du coup, ça va être des associations, on va mélanger dans la prairie, il y aura des graminées, carbone, il y aura des légumineuses, luzerne, trèfle, sainfoin, lotier. Voilà, c'est gestion du carbone et de l'azote en association, association étroite de l'agriculture et de l'élevage. Éventuellement, dans le débat, j'imagine que les questions deviendront. Beaucoup de modèles aujourd'hui montrent qu'on peut facilement nourrir plus de 10 milliards d'habitants sur la planète, mais globalement, ça veut dire quand même une moindre consommation de viande. Dans les arguments pour consommer moins de viande, il y en a beaucoup, ou moins de lait. Je sais que dans des pays de bon fromage, il faut faire très attention. Je suis normand, donc je veux dire, moi, c'était la crème fraîche, c'était les fromages, le camembert de Normandie, au lait cru, et autres. Il y a plusieurs arguments. Il y a les éléments diététiques, éventuellement les acides gras saturés. Il y a l'argument sur le méthane, c'est-à-dire c'est des ruminants qui mettent du rumen. Je vous invite à être très prudent là-dessus, parce que justement, si on remet par exemple de l'élevage dans le bassin parisien, je suis un ardent défenseur pour qu'on remette de l'élevage dans le bassin parisien. Certes, il y aura plus de méthane émis dans le bassin parisien, mais si la luzerne fertilise en azote par la voie biologique la betterave qui va suivre, vous mettrez moins d'engrais azotés de synthèse, et du coup, en équivalent carbone, figurez-vous, c'est positif, on contribue à atténuer le réchauffement climatique. Du coup, les analyses de cycle de vie, comme on dit, tous les calculs, seulement la filière, qui ne regarde pas les effets collatéraux sur d'autres cultures, sur d'autres choses dans la rotation, ce genre de choses, il faut y renoncer. Voilà, association étroite de l'agriculture et d'élevage. On a besoin d'éléments minéraux, le calcium pour les os, le potasse pour la santé. C'est le phosphore pour lequel on est le plus inquiet. Alors, éviter les gaspillages, ce sera un peu comme l'azote, c'est-à-dire que les effluents d'élevage, vous savez, ce n'est pas du lisier, désormais, ça va être du fumier. Tout ça, on va remettre, et donc l'azote et le phosphore va revenir, économie circulaire de dernier moment. Les boues d'épuration, s'il y a du cadmium, du plomb, du mercure, là, ça peut être un problème, donc il faut faire une analyse préalable avant de faire ça, parce que sinon, moi, j'invite à la plus extrême prudence. Là, les métaux lourds, parce que nos eaux usées ont circulé avec des eaux industrielles et ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait trouver des éléments minéraux, et notamment le phosphore, ailleurs, en quantité suffisante? Réponse quand même oui. Mais, malheureusement, à faible dose, c'est dans le sous-sol, le granit, le schiste, les grès, les roches-mères, comme on dit, sont pleines d'éléments minéraux. Réduire ça en poudre fine pour fertiliser les sols de façon naturelle, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez. Surtout le phosphore. Pour qu'un phosphore, même un phosphate naturel, pour qu'il soit assimilable par la plante, il faut qu'il soit réduit en poudre extrêmement fine. Je ne dis pas que ce n'est pas assimilable, mais c'est très difficile. Tant qu'on dépend d'énergie fossile, donc à mon avis, il y en a pour 2-3 générations encore peut-être, oubliez. Mais néanmoins, tous les jours, cette roche est altérée par le climat et libère des éléments minéraux. Ce n'est pas accessible à une racine de blé.
mais ça peut être accessible à une racine d'arbre. Si vous avez des arbres à racines profondes, ça va intercepter les éléments minéraux, ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille mode tombe à terre, tiens, ça fertilise la couche arable. Et oui, on va remettre des arbres, il y aura des pommiers dans la prairie, et on peut faire du bois ramal fragmenté. Ça apporte beaucoup de carbone, bien sûr, mais ça peut apporter des éléments minéraux. Bois ramal fragmenté, parfois il est apporté à l'état humide, et ce genre de choses. Mais oui, l'agroforesterie ou les techniques qui permettent d'associer des arbres à enracinement profond. Alors vous avez vu que l'arbre, je lui fais jouer des rôles considérables. Déjà, on a vu brise-vent. Ensuite, empêcher le ruissellement. Maintenant, fertilisation. Puis tout à l'heure, il va héberger des coccinelles, il va héberger des mésanges. Et ce genre de choses, ben oui, on va devoir... Les formes d'agriculture moderne inspirées de l'agroécologie, ça va être des associations végétales, mais il y aura effectivement un couvert arboré. Alors c'est très compliqué parce qu'il faut gérer l'ombrage d'une région à l'autre, il faut bien le gérer, est-ce que ce sera la haie plutôt nord-sud, etc., en fonction de ses différentes fonctions. On est bien d'accord, c'est savant. Et puis, la biologie des sols, on y arrive. Évidemment, j'ai parlé des vers de terre, des cloportes, des colamboles, mais je pense que dans les progrès qui vont être décisifs là dans les années qui viennent, c'est les champignons mycorhiziens. Pas seulement la truffe, parce que les Français sont gourmets, mais ces champignons qui s'incrustent dans la racine de l'arbre développent un mycélium extrêmement fin, capable d'aller chercher des éléments minéraux coincés dans les argiles. Même la plante, avec les racines les plus filamenteuses, ne parvient pas à les débusquer. Mais le champignon, lui, parvient à les débusquer. Et il restitue ça à la plante dont il avait tiré l'énergie. C'est une symbiose. Et bien, je vais vous dire, si vous avez des champignons mycorhiziens, notamment pour le couvert arboré en racines profondeur, c'est la quasi-totalité, c'est ça qu'il faut viser en tout cas, des éléments minéraux quand la roche est altérée vont être puisés d'abord par les champignons mycorhiziens, ensuite dans la racine de l'arbre. Il y a même parfois, dans certains lieux, on progresse beaucoup sur ces questions-là en agroécologie scientifique, on dit parfois les plantes communiquent entre elles. J'aime pas beaucoup, vous savez, les mots anthropomorphiques inspirés de nos émotions pour parler, mais je sais qu'on disait que les butineuses étaient altruistes, mais j'évite ces termes. Mais c'est quand même vrai parfois que les éléments minéraux remontent par les racines des arbres et avec les champignons mycorhiziens, ça rejoint la plante annuelle cultivée en association. Donc là, il y a bien une voie de communication. Et les champignons mycorhiziens jouent un rôle considérable. Il y a beaucoup de micro-organismes qui sont utiles dans les sols. Alors évidemment, vous l'avez compris, si on veut sauver les champignons mycorhiziens, il ne faut pas mettre de fongicides quand la plante est atteinte par un champignon pathogène. Donc ça veut dire qu'il nous faut savoir gérer les prédateurs, les champignons pathogènes, les nuisibles. Il faut savoir absolument les gérer. On va cesser d'éradiquer, on va s'interdire les produits ancides, on va minorer les proliférations, on va minorer les ravages, on va sélectionner des variétés tolérantes. Alors, les paysans avaient fait ça pendant des siècles, mais du coup, ce sera des semences paysannes, pas seulement celles inscrites au catalogue et autres. Vous devinez déjà les débats, c'est absolument considérable. On a beaucoup de batailles à mener, là, et puis on va ouvrir le débat mais, sur ces combats. Mais oui, il faut choisir des variétés tolérantes. Alors, une variété tolérante à un puceron, il est pleine de poils, le puceron essaye de piquer et sucer, il n'y arrive pas beaucoup. Il y a des chenilles, alors la feuille est lisse, le papillon dépose son œuf, hop, ça tombe tout de suite à terre, il n'y aura pas de larve qui va se développer sur la feuille. C'est des choses comme ça. Mais maintenant, on connaît des variétés qui tolèrent la présence et de piqueurs-suceurs et de chenilles. Et c'est des feuilles lisses. Mais comment se fait-il que les pucerons n'ont pas fait de dégâts? Maintenant, on sait, le puceron fait un petit trou, là, il y a un gaz volatile, et le gaz volatile attire la coccinelle qui s'attaque au puceron. Alors là, l'agroécologie, je vais vous dire, on progresse considérablement au cours de ces dernières années là-dessus, mais ça va être des progrès essentiels des 10, 15, 20 années qui viennent. Mais évidemment, ça présuppose quand même un changement complet de nos agricultures. Alors les phéromones, les répulsifs, les insectes auxiliaires, on associe dans les mêmes champs des plantes répulsives, attractives et autres. Évidemment, des infrastructures écologiques, dont les haies champêtres. Et alors les haies champêtres, il y aura la strate herbacée, ça c'est des carabes pour neutraliser les limaces. Arbustifs, ce sera les coccinelles, ce sera les pollinisateurs. Les hautes tiges, ce sera pour les mésanges et éventuellement faire du bois ramal fragmenté et autres. Et puis on mettra des nichoirs à chauves-souris et autres. Il faudra peut-être quelques prédateurs pour lutter contre les campagnols. Ça devient savant. Voilà, juste pour vous dire, bon, à gauche, des prairies à la bretonne, à droite, méditerranéenne, ça c'est plutôt normand. Blé-lentillon, je parlais tout à l'heure, le bocage. Enfin bon, la haie, alors vous voyez qu'une haie peut être quand même à plusieurs strates, c'est pas celle que j'ai vue là du côté de Dijon.
Et puis ensuite, dans certaines régions, quand le mois d'août, il n'y a pas beaucoup d'eau, le tapis herbacé est mort, écoutez, on est bien content, on est obligé de vendre des animaux parce qu'il n'y a pas assez de quoi manger, mais au moins on en sauve quelques-uns en leur donnant accès. Ça, c'est le blé dur semé entre des rangées de noyers du côté de Montpellier, mais vous voyez bien, et y compris aujourd'hui les racines du noyer, quand c'est planté en association, les racines traçantes, c'est sous le tapis, sous les racines de la plante annuelle. On explore bien en climat méditerranéen l'eau de 2 étages dans les sols, et du coup, oui, on fait un meilleur usage de l'eau de pluie et de la photosynthèse. Voilà, je passe un peu vite les composts, vous connaissez ça. D'un côté de ce compost, ça c'est dans les mairies, c'est costaricain, je suis désolé de vous dire ça, mais ils ont une certaine avance sur un certain nombre de choses. Les déchets organiques, on enfouit dans le tunnel d'un côté, et 6 mois après, mais c'est tous les jours qu'on enfouit, et c'est tous les jours qu'on récolte un lombricompostage. Les lombrics ont fait le boulot pendant 6 mois dans l'obscurité de ce tunnel. La permaculture de la ferme du Bec est loin. Alors vous voyez qu'il y a un début d'agroforesterie des arbres, mais vous voyez bien qu'en mélangeant 10 espèces dans un même champ, le ravageur de cette espèce, pour rejoindre la plante de la même espèce, 9 barrières végétales, je veux dire, on n'éradique plus, mais enfin on minore la prolifération. Voilà, et puis je termine là-dessus. Figurez-vous qu'aujourd'hui, en Camargue, les producteurs bio remettent des canards, parce que les canards s'attaquent aux herbes adventices et pas au riz. Les canards s'attaquent aux insectes prédateurs. Tout ça inspirait de femmes malgaches analphabètes qui m'avaient initié il y a très longtemps à l'agroécologie. Voilà, j'arrête ici. On mène le débat. La partie scientifique, alors je sais que le débat il est souvent politique. Hein. Quand je répondrai à vos questions, je vous donnerai des opinions sans doute, mais il faut distinguer la partie un peu scientifique et la partie engagée. Voilà, merci pour votre attention. J'ai l'impression que la semelle de labour du professeur Sébillotte a vécu. Bon. Oui, ça a un peu changé. Oui, voilà. Bon, c'est assez rassurant pour nous parce que finalement, on se rend compte que l'agriculture de demain restera très proche ou deviendra très proche d'une forme de protection de la nature. Et c'est salutaire peut-être pour tous. Alors écoute, je pense que les gens, ils ont envie de te poser des questions hein, parce qu'ils ont l'air comme ça d'être abattus, mais en réalité, tu es d'un optimisme incroyable. Donc, on laisse la parole à la salle. Oui, merci beaucoup pour cet exposé que je n'ai pas trouvé si déprimant en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de solutions proposées. Par contre, voilà, là on a des généralités, des leviers à mettre en place. Mais le problème qu'on va avoir, c'est de mettre ça dans la réalité. Ça veut dire qu'on a des agriculteurs qui, pour des raisons sociales, historiques et grâce à nous les agronomes, ont été sur le chemin de l'agriculture intensive. Et maintenant, il faut réussir à changer leur direction. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas repartir de zéro. Ils ont des exploitations, ils ont besoin de vivre. Et comment pratiquement les amener sur la voie de ce changement tout en faisant que ça reste rentable pour eux qu'ils puissent vivre de cette agriculture. Et je pense qu'actuellement, on a beaucoup d'agriculteurs qui comprennent ces problèmes, qui auraient bien envie de changer, mais qui ne savent pas comment faire. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces agriculteurs ? Alors, merci pour cette question que je réinterprète. Monsieur Dufumier, ce n'est pas déprimant, c'est seulement bisounours. Maintenant, vous êtes un doux rêveur, comment on fait ? C'était un peu ça le sens de la question. Je m'y attendais un peu. Alors là, on est dans la discussion hautement politique, hein, effectivement, comment on s'y prend tous hein, pour essayer de changer ça. Alors, je vais vous présenter mon programme et après je récolte des signatures pour parce que la tête grossit et mes ambitions aussi. Alors, c'est hyper compliqué, on est bien d'accord, y compris quand vous dites on part de zéro, je pense qu'on part de moins quelque chose. Hein. On l'a beaucoup détruit. Hein. Et je peux vous assurer que quand des éleveurs laitiers ont investi dans 3 robots de traite, ils sont endettés jusqu'au cou. Ils découvrent que l'usine de déshydratation du lait, évidemment, n'est pas compétitive, parce que les Chinois, désormais, font ça au droit de lait en Nouvelle-Zélande, où ils avaient aussi investi. Et du coup, la coopérative a été refilée, enfin, l'usine de déshydratation a été refilée à une coopérative dont les comptes sont plombés. Enfin, je ne vous raconte pas le truc. Et si moi j'arrive en disant, vous ne pourrez pas mettre du lin dans la rotation pour diversifier un peu,
Donc oui, on part de considérations négatives. Et effectivement, il faut quand même envisager l'adhésion de l'immense majorité des agriculteurs et leurs revenus. Alors des pistes de solutions, c'est un peu facile à dire, et les mettre en œuvre, on fait face à des lobbies. Mais si déjà les 9 milliards d'euros de subvention de la politique agricole commune, c'est-à-dire c'est la participation du contribuable aux revenus des agriculteurs en France, si ces 9 milliards d'euros n'étaient pas redistribués en proportion des surfaces, course à l'agrandissement, aujourd'hui un agriculteur il n'attend qu'une chose, c'est que le voisin disparaisse pour s'agrandir et avoir plus de subventions. Ça devient une part importante des subventions. Et puis de plus, ils s'entendent dire, vous essayez des aides, hein, vous êtes des mendiants, on vous aide, et avec ces aides, vous nous mettez des algues vertes, quoi. Vous nous mettez des perturbateurs endocriniens, on s'est stigmatisé. C'est très mal vécu, il faut vraiment comprendre, il y a tout ça. Mais si ces 9 milliards d'euros, on les réorientait en disant, écoutez, vous nous rendez des services environnementaux. Il y a des techniques, alors évidemment ça dépend des lieux, hein, c'est là la différence entre les principes généraux que j'ai évoqués et les lieux en question, mais il y a des techniques locales capables de séquestrer du carbone dans les sols. Vous fabriquez de l'humus, ça évite l'érosion, ça évite l'inondation dans la vallée, ça séquestre du carbone, on est conforme à la COP 21. Écoutez, c'est un service d'intérêt général. Du coup, dites-moi, alors ça peut être du fumier, ça peut être des prairies, pas maïs soja, hein, non, donc c'est d'élevage à l'herbe, riche en oméga 3, parce que de plus, en qualité nutritionnelle et trucs, tout ça converge. Mais en tout cas, voilà, on connaît des techniques qui peuvent être, on remet les animaux sur la paille, c'est pas du lisier, c'est du fumier, les prairies, un bon mélange graminées, légumineuses, on remet des haies, des trucs, ça séquestre du carbone. Dites-moi à quel prix êtes-vous prêt à nous faire ça? De la même façon que quand je négocie un bon fromage, dites-moi à quel prix vous êtes prêt à me vendre un fromage d'appellation d'origine contrôlée, plus exigeante en travail. Eh bien, dites-moi, contribuable, je parle à l'agriculteur, dites-moi à quel prix êtes-vous prêt à me rendre ce truc? À ce prix-là, top là, monsieur, je vous paye. Madame, je vous paye. Vous mettez des légumineuses. Pareil, vous nous évitez des importations de soja transgénique. Vous nous évitez des importations de gaz naturel. Vous nous évitez des émissions de protoxyde d'azote. Mais dites-moi à quel prix êtes-vous prêt à nous rendre ce service d'intérêt général? Top là, je vous paye. Vous mettez des infrastructures écologiques, des nichoirs et autres. Dites-moi à quel prix je vous paye. Les agriculteurs, droit dans leurs bottes, ce n'est pas des mendiants. Ils nous rendent un service général et correctement rémunérés avec ces 9 milliards d'euros. Eh bien, ça changerait singulièrement déjà les choses. Vous voulez que je vous abatte définitivement le moral? La politique agricole commune qu'on vient juste de renégocier fait tout le contraire. Bon. J'enrage. On est comme d'habitude un petit peu pris par le temps, mais on va quand même laisser encore une ou deux questions dans la salle. Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Tu fais des réponses aussi brèves que tu peux. Oui, alors c'est... Merci. Merci beaucoup. J'avais une question qui était en fait juste la suite de ce que vous venez de dire. C'est qu'effectivement... Pardon. J'avais une question qui était la suite de ce que vous venez de dire. C'est précisément la PAC ne change pas. À la grande surprise de beaucoup d'écologistes, elle n'a pas changé. Et elle n'a pas changé parce que les agriculteurs ne veulent pas. La FNSEA et les syndicats équivalents européens ont fait ce qu'ils pouvaient pour maintenir le système. Et donc, la question n'est pas comment on convainc les éleveurs de Bretagne qui ne survivent pas de changer leurs pratiques, c'est comment on convainc les grands céréaliers de grande culture qui vivent confortablement avec des grandes exploitations de changer de pratique. Oui, alors, rapidement, parce qu'il faut donc que je sois court, mais je pense effectivement que l'immense majorité de nos agriculteurs sont en proie, sont prisonniers. Alors, je vais d'abord dire, de l'amont, hein, les compagnies semencières, les compagnies d'intrants, de l'aval, les grandes enseignes, produits standards, l'agro-industrie, livrez-nous massivement des produits standards, et puis vous le dites un peu de façon générale, un peu trahi par leurs syndicats majoritaires. À savoir que l'avant-garde, je m'autorise à le dire, hein, c'est un choix, là on n'est plus politique, hein, donc vous voyez, c'est Marc Dufumier qui parle avec ses engagements, mais je pense qu'effectivement que l'FNSEA, plutôt piloté, alors c'est compliqué, quand c'était Belin c'était clair, c'était Avril, c'était Sophie Protéol, c'était les grands céréaliers, c'est l'agro-industrie qui pilotait les adhérents de la FNSEA. Aujourd'hui, c'est une éleveuse, Christiane Lambert, mais en fait, elle a toujours pris position, malgré tout, au sein de son syndicat du côté des grands céréaliers. Et oui, aujourd'hui, les adhérents de la FNSEA sont trahis par leur avant-garde. Moi, je m'autorise à le dire. Ça déplaît,
Et j'ai une préférence évidemment pour les syndicats plutôt paysans, pour parler comme ça, Confédération paysanne par exemple. Mais oui, c'est aussi les conseillers des coopératives. C'est-à-dire, pour sauver la coopérative, pour être compétitif avec le secteur privé, on anticipe des choix technologiques que le privé n'a pas encore imposés. Et parfois, pour sauver leur coopérative, les agriculteurs votent pour des choix suicidaires. Je ne vous cache pas que quand, à Saint-Quentin, dans les betteraviers, je leur disais, mais attendez, votre betterave ne peut pas être compétitive avec la canne à sucre, etc. Les gens me disaient, non, mais vous sous-estimez nos rendements, le taux d'acarose. Je leur dis, mais en fait, vous partagez mon opinion. Parce que Tereos, votre coopérative, elle a investi au Brésil dans Tereos SA, une société anonyme, sur 40 000 hectares au Brésil. C'est l'exploitation que j'ai visitée. Donc ça veut dire que le capital des agriculteurs a bien été chez le concurrent. Je peux vous assurer, le débat, quand les paysans ont dit « Mais comment ça, monsieur le directeur? Mon capital est investi chez le concurrent », le directeur a dit « Vous l'avez voté à l'Assemblée générale ». Donc nos coopératives ne sont plus des coopératives. Nos agriculteurs ont été piégés, ils ont été trompés. Les gens qui défendaient leur cause sont ceux qui défendaient la biodiversité. Ce n'étaient pas ceux qui leur disaient « Produisez toujours au moindre coût et n'importe comment ». Bon, c'est un peu rapide. Plus vous me demandez d'être rapide, plus je suis caricatural. Oui, bon. Oui. Non. Excusez. On pose encore une question et puis après je propose que le débat se poursuive pendant la pause. Tu auras des choses à dire. Oh là. Peut-être. Que oui. Vous l'avez abordé très très rapidement au tout début. Je voudrais qu'on... Je ne sais pas si une réponse courte pourra satisfaire, mais l'accès à la terre. Vous avez dit, effectivement, quand une ferme se libère, elle part à l'agrandissement. Et de l'autre côté, il y a plein de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, hors cadre familial, qui cherchent à s'installer avec des méthodes alternatives qui vont dans le sens de ce que vous avez développé. Et pour moi, le problème crucial, c'est bien cet accès à la terre de jeunes ou de moins jeunes qui veulent travailler différemment. Oui, alors comment vous voyez la solution? Pour répondre rapidement, puis en élargissant très légèrement la question, c'est quand même qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens, au quotidien. Alors pour ce qui est de l'accès à la terre, effectivement, c'est un vrai problème, surtout que quand on parle des jeunes néo-ruraux qui s'installent en périphérie des villes, c'est là où le coût des terrains sont les plus élevés. Donc là, très clairement, il faudra sans doute changer notre législation. Dans le strict immédiat, c'est plutôt associatif, je pense Terre de Liens. Terre de Liens est à la fois une foncière, mais c'est aussi une association qui pilote cette foncière et qui effectivement essaye d'acquérir des terrains, c'est-à-dire s'instruit sur quelles sont les fermes qui risquent d'être vendues, libres d'accès dans les années qui viennent. Et avec le peu de capital qu'ils ont, ils l'achètent. Et là, effectivement, ils installent des gens avec le cahier des charges bio à vitam aeternam, c'est-à-dire sans contrainte de temps. C'est-à-dire qu'on peut commencer à planter des arbres, on peut commencer à faire des investissements à longue durée conformes à ce qu'on a raconté. Voilà. Et ça, c'est le mouvement associatif. Mais juste alors pour élargir le sujet, d'abord, quand le mouvement associatif commence à faire ça, évidemment, les élus qui ont un droit de vote dans les SAFER, organismes parapublics, qui est censé en principe jouer la carte de l'installation des jeunes, de l'emploi et non pas de l'agrandissement, mais qui, quand c'est piloté que par des gens, on va dire des chambres d'agriculture qui éventuellement ne jouent que la carte de l'agrandissement contre leur mandat donné à l'institution, quand les élus sont avertis un peu à l'avance, je vais vous dire, parce que moi, le nombre d'élus qui m'ont dit « mais oui, on a un droit de vote, mais on a découvert le dossier le jour du vote ». Donc, quand Terre de Liens intervient, j'observe que les élus sont plus au courant, et du coup, on interdit aux gens qui sont dans les SAFER de commencer à tricher. Donc ça, c'est des mouvements citoyens, et du coup, pour élargir le sujet, je pense que oui, notre comportement de consommateur dans nos choix de consommation, c'est l'équivalent d'un droit de vote. Quand on additionne tout ça, on découvre qu'on consomme de plus en plus de produits bio, croissance à 2 chiffres tous les ans, même si là, en ce moment, pour le lait, il y a un petit problème, on est bien d'accord, de insuffisance de la demande par rapport à l'offre, mais ça a quand même des aspects déjà macroéconomiques. Le mouvement associatif, Terre de Liens pour le terrain, les associations de parents d'élèves pour les cantines alimentées en bio, approvisionnement public, les plans alimentaires territoriaux, je pense que nos actions, c'est effectivement citoyens, individuellement, familial, on a des choix, associatifs, on peut se mobiliser, et puis c'est quand même vrai, je ne vous cache pas, je suis de ceux qui ne renoncent toujours pas à mon droit de vote. Il m'arrive de voter en fonction des choix, notamment ceux dont on parle là. Mais alors je vais vous dire, moi après quand je vois des élus côté voter, je leur rappelle leurs promesses et après je les harcèle. Excusez-moi. Alors de parler comme ça. justement, là tu as...
Justement, une petite dernière par une élue. Notre C'est pas- vice-présidente du non, conseil c'est- régional c'est veut bien nous juste- poser une c'est juste question. un Mais elle est des non, nôtres. c'est juste un compliment par rapport à ce que dit Marc Dufumier. Dire aussi que les villes, les communes ont souvent des terrains. Et voilà, il y a des maires aussi qui sont très investis. Donc vous parliez du droit de vote aussi. Il y a aussi à aider les communes qui veulent aussi mettre du terrain à disposition. Donc là, c'est un véritable enjeu. Donc il y a aussi à aller voir les communes et permettre aussi à ces communes de mettre à disposition ces terrains en agissant aussi sur les plans locaux d'urbanisme. Donc il y a des solutions, il y a des maires engagés maintenant de plus en plus résolument sur ces acquisitions, enfin, sur ces mises à disposition de terrains communaux. Voilà. Oui, oui, très juste. Voilà ce qui est de nature à te remonter le moral.